Les résultats 2023 de Ruby viennent de tomber, ils sont particulièrement bons, on va les décortiquer ensemble et voir si elles constituent une opportunité d'investissement à ce prix-là. Donc depuis les points bas ici, on a augmenté d'à peu près 30%, donc on le voit que c'est pas énorme, mais on a cassé la moyenne mobile, et donc on voit qu'effectivement, on continue d'augmenter, on voit aussi que le PER a diminué, ça veut dire que évidemment on a augmenté notre bénéfice. Maintenant, on va essayer de regarder ça ensemble, et donc voir à peu près. On voit que sur l'année, on a un revenu total qui a baissé, donc ça c'est normal avec le prix du pétrole, mais en tout cas en termes de profit brut, on voit que notre bénéfice d'exploitation est extrêmement bon, sachant que 2022 était une très bonne année pour Ruby, et donc on voit que 2023 était donc encore une extrêmement bonne année pour Ruby, donc on voit qu'en termes de revenus net, on atterrit à 350 millions, et en termes de free cash flow, on atterrit à peu près à 200 millions, donc après les réinvestissements, parce qu'ensuite on récupère donc... on a un fonds de roulement qui est négatif, et donc on va investir à peu près en dépenses d'IMO 283 millions, sur un cash et les activités d'exploitation de 487, donc il nous reste 200 millions, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 200 millions? On voit qu'on verse un dividende de 200 millions, et ensuite on va aller retirer de la dette, donc ça c'est avec notre liquidité, ça veut dire que la liquidité a diminué entre temps, on voit qu'effectivement c'est le cas, on a perdu 300 millions en liquidité. Maintenant on va aller regarder un petit peu le résultat voilà, de l'exercice 2023, et donc on voit à peu près résultat brut d'exploitation record à 800 millions en progression de 20% par rapport à 2022, performance soutenue des activités historiques, donc portefeuille des projets sécurisés de Photosol en hausse de 77%, et donc capacité d'autofinancement à 583 millions en hausse de 35%. Ensuite, bilan sain, 1,4 fois la dette financière nette corporate contre 1,5 fois, et donc un dividende proposé à peu près à 2 euros pour l'exercice, donc en augmentation de 3%, sachant que eux, on le sait, on l'a vu dans les précédentes vidéos, c'est une entreprise qui verse un dividende depuis plus de 25% et donc ne veut pas l'enlever. Maintenant, en termes de chiffre d'affaires, on voit qu'effectivement, on en a deux, c'est retail et marketing et support et services. Donc on voit que la marge brute à 845 est en hausse de 6%. Performance remarquable du réseau de distribution dans la zone de Caraïbes, et pourtant croissance robuste de l'Afrique de l'Est après rénovation du réseau, sachant que là on le voit par exemple en Haïti, là où ils avaient fait leur dépréciation exceptionnelle, on voit qu'effectivement en Haïti aujourd'hui ça devient n'importe quoi, donc il faut aller faire extrêmement attention à savoir où est-ce qu'elle est positionnée, et aussi voir les contextes géopolitiques de ces endroits-là. Maintenant, après sur les chiffres d'affaires renouvelables, ça nous intéresse pas énormément, et donc on voit que la distribution d'énergie, c'est ce qui nous rapporte le plus. Distribution d'électricité renouvelable, on voit qu'effectivement on augmente, en augmentation de 66%, et donc résultat opérationnel courant de 22% d'augmentation. Donc on voit qu'aussi dans le résultat opérationnel, c'est-à-dire après les dépenses d'exploitation, la production d'énergie renouvelable devient positive. Donc maintenant on ira la regarder un petit peu plus bas, voir si oui ou non est-ce que c'est effectivement le cas, c'est-à-dire est-ce que oui ou non ça nous fait gagner de l'argent ou pas. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. En début 2024, le paysage économique et géopolitique mondial reste quelque peu imprévisible. Nous sommes convaincus que le RBE du groupe pourrait s'établir entre 725 et 775 en 2024, et donc le résultat net part du groupe devait donc augmenter grâce à la solide performance opérationnelle de nos activités, qui viendra compenser les vents contraires liés au risque de change. Donc ça c'est quelque chose déjà qu'il faut prendre en compte. On le sait que le risque de change intervient tous les ans, et à chaque fois, même si on a une augmentation en organique, on sait que le risque de change est très mauvais. Ensuite, enfin, nous demeurons confiants dans notre capacité à continuer à faire croître le montant dividende. Donc on est aujourd'hui sur un rendement du dividende à peu près à 7,19%, un dividende qui est en soi est safe. Le problème étant que sur ce genre d'entreprise, on n'attend pas une grosse croissance, donc forcément on ne va peut-être pas retourner sur des PER à 20 fois les bénéfices qu'on avait pu avoir en 2018, c'est-à-dire à 67 euros, mais beaucoup plus une entreprise qui serait, étant donné du pétrole, on pourrait peut-être l'afficher à 10 ou à 15 fois les bénéfices. Donc on va aller regarder ça tout de suite. On est sur combien d'EPS à peu près? On est sur un 3,38, donc on va aller le calculer à ce niveau-là. Donc 3,38 fois à peu près, on mettrait 13 fois les bénéfices pour couper la poire en deux, et on arriverait sur une action à 43 euros, c'est-à-dire à peu près un x2 à ce niveau-là. On va aller regarder un petit peu sur un intervalle de prix à ce niveau-là. Si on part d'ici et donc qu'on arrive à peu près sur une augmentation, on pourrait faire voilà à peu près du 89%. Pour ce genre d'entreprise, c'est extrêmement bon. Maintenant, à savoir si oui ou non est-ce qu'elle est capable de le faire. Et pour qu'elle soit capable de le faire, il faut qu'elle fasse de la croissance. Voilà, les volumes commercialisés, marge brute par produit, donc ça nous intéresse. En termes de volume, on voit qu'effectivement le GPL, ça a augmenté, donc ça, on le savait.
En termes de carburant, on voit qu'aussi ça a augmenté. Par contre, en termes de bitume, on voit qu'on diminue. Donc ça, c'est pas forcément extrêmement bon. Maintenant, en termes de marge brute, on voit qu'on a augmenté à peu près au même niveau, sauf pour le bitume. Et donc, on voit qu'effectivement, sur le GPL, on a dû faire des baisses de prix, alors que sur les carburants, on a augmenté nos prix, ou même on a peut-être juste simplement stabilisé nos prix, étant donné que le prix du pétrole cette année s'est envolé une seule fois à peu près à 90$ pendant à peu près 3 mois. Ou 2 mois si je me trompe pas, une petite pyramide des prix du pétrole et ensuite à peu près une moyenne à 70-75$ le baril, ce qui fait que les volumes ont pu augmenter, étant donné que eux en dessous de 60$ le baril ils sont extrêmement rentables, et donc à peu près si on se tient à ce niveau-là, c'est bon. Ensuite, on voit que les volumes commerciaux industriels représentent 24% de la marge brute sur les carburants, qui ont diminué de 4% hors Haïti. Donc là, vous le voyez ici, et le Kenya et les Antilles françaises ont été sous pression sur ce segment. Cette demande plus faible que prévue a été partiellement compensée par la solide performance de la zone Est des Caraïbes, où l'activité de Guyane s'est maintenue à un niveau très élevé. Sachant qu'en Guyane, de toute façon, on fort du pétrole. Donc après, voilà, à savoir si oui ou non, comment est-ce qu'on la commercialise, est-ce qu'on a des pipelines, est-ce qu'on va aller envoyer ça en camion, est-ce qu'on va aller envoyer ça en bateau, etc. C'est des questions qu'il faut se poser. Donc maintenant, on est sur quelque chose qui va être un peu plus intéressant, production d'électricité renouvelable, sur laquelle on avait vu dans les précédentes vidéos que l'entreprise s'était endettée pour pouvoir augmenter donc Rubis Photosol, et donc on voit à ce niveau-là à effectuer ses premiers pas à l'international avec l'investissement en Italie d'un portefeuille de 10 projets photovoltaïques et agrivoltaïques, totalisant près de 100 MWh au sein de ce portefeuille. 4 projets ont déjà été acquis au stade, c'est-à-dire au stade RTB, ça veut dire sûrement un stade qui doit être en capacité de produire de l'énergie, donc leur capacité atteint déjà 44 MWh. Et donc, elle a acquis 3 projets RTB en Espagne, représentant environ 30 MWh, et dont la mise en service est prévue d'ici 2025. Donc on voit que les investissements industriels cumulés atteindront 2,7 milliards sur 7 ans, dont 700 millions pour la période 2023-2025. Et donc on pense arriver à peu près à une capacité d'installation de 1 GWh d'ici 2025 et 3,5 GWh d'ici 2030. C'est-à-dire que c'est quand même assez peu, hein. Il faut remettre en question tout ce qu'on voit. Par exemple, les meilleures années de EDF en termes d'électricité ont été à peu près 460 TWh. Donc c'est vraiment pas du tout au même niveau. Ensuite on a Rubis Terminal, donc le stockage de pétrole qui évidemment lui aussi a connu une certaine croissance. Et donc avec l'utilisation des nouvelles capacités développées en 2022 combiné à l'effet de l'inflation, le taux d'utilisation a atteint 95% en 2023, c'est-à-dire que on a énormément de stockage à ce niveau-là, peut-être pour une attente que les prix soient beaucoup plus intéressants. Sur un chiffre d'affaires à 267 millions, on a un résultat net part du groupe de 13 millions, ce qui nous donne à peu près un 2% de marge nette, ce qui est effectivement très bas. Maintenant, la performance soutenue de 2023 illustre la capacité du business model de Rubis à générer des flux de trésorerie solides grâce à des activités historiques. Donc ça, on le savait. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la marge. La marge, elle est extrêmement faible. Donc ce genre de business, si le pétrole atteint 120-150$ sur une année ou pendant juste 6 mois, en fait, on a une entreprise qui pourrait avoir beaucoup de problèmes et donc qui pourrait péricliter, étant donné que le bitume, par exemple, qui pourrait baisser à ce niveau-là, bah là, il croît à peine, donc soutenu par le besoin en infrastructure de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça on le savait, hein. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement j'avais investi dans Rubis et je suis sorti flat, c'est-à-dire que j'avais à peu près acheté à 22 et donc je suis sorti à ce niveau-là à 22, donc c'est-à-dire en flat, étant donné qu'en fait cette entreprise, à chaque versement du dividende, vous voyez que bam, elle s'effondre, à ce niveau-là, encore elle s'effondre, et donc là on revient au niveau du dividende de l'année dernière. Maintenant, à savoir si oui ou non est-ce qu'on va tenir ces niveaux de prix. Si on arrive à les tenir et potentiellement à augmenter après le versement du dividende, on pourra peut-être un petit peu plus s'intéresser à cette entreprise. Mais aujourd'hui, même si elle augmente son résultat d'exploitation, même si elle augmente, etc., toutes les informations intéressantes, on voit que ce n'est pas une entreprise extrêmement bonne, étant donné qu'elle verse un dividende qui représente 100% son free cash flow. Après avoir fait ses investissements, elle va vous donner exactement ce qu'elle possède. Donc maintenant, on voit que elle a fait une dépréciation du goodwill, elle a fait une augmentation de ses IMO corporels, une augmentation de l'incorporel aussi. Donc on a d'autres actifs financiers qui diminuent, etc. Donc on a des actifs courants qui s'établissent à peu près au même niveau. Donc actifs non courants. En termes d'actifs courants, on voit que les stocks ont augmenté. On voit que notre créances clients ont à peu près stagné, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à les récupérer, et en termes de trésorerie, on voit qu'on a diminué
Donc en total d'actifs, on voit qu'effectivement, sur l'année, on a baissé. Maintenant, en termes de capital, on voit qu'effectivement, on n'a pas racheté d'actions. Donc les capitaux propres ont même diminué. Avec ici les résultats accumulés, ça a baissé. Et ensuite, en termes de passifs, etc., ça ne nous intéresse pas forcément. Donc ça, on l'a vu maintenant, le tableau flux de trésorerie. Donc on voit que le résultat net consolidé est extrêmement bon. Élimination du résultat des amortissements et provisions. Donc on voit qu'on récupère énormément en provisions pour risque, parce que je ne sais pas pourquoi on en avait mis autant, ce qui nous donne capacité d'autofinancement à 582 millions. Et donc ensuite, on va enlever le besoin du fonds de roulement et les impôts. Je ne sais pas pourquoi ils se retrouvent là. Et donc on a un flux de trésorerie disponible à 562 millions. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire à ce niveau-là? Donc on voit que, il faut aller regarder un petit peu, on voit que voilà, on a acquis des éléments financiers, une branche renouvelable, on a acquis des immobilisations corporelles et incorporelles, c'est-à-dire que c'est quand même assez peu d'informations, on n'a pas d'informations sur où est-ce qu'est utilisé le CAPEX. Peut-être aller écouter les conférences call, mais à ce niveau-là, on n'en a pas. Dividendes reçus, on voit qu'on a reçu 6 000 de dividendes, donc je ne sais pas dans quoi est-ce qu'elle a des joint ventures, dans quelle entreprise elle a des participations. Normalement, c'est des informations qu'on retrouve dans le bilan à ce niveau-là, c'est-à-dire dans les investissements ici, donc on les voit pas du tout. Donc les voilà, participations dans les co-entreprises, on est à 310 millions, donc c'est quand même pas mal. Pour un dividende à peu près à 6 millions, donc c'est pas énorme, mais qu'ici on avait quand même un 10% de renta. Et donc à ce niveau-là, on descend à peu près à peut-être un 2% de renta, ce qui est assez peu. Ensuite, augmentation de capital, on voit que ça a été le cas. On a augmenté le nombre d'actions qu'on avait, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à se financer. Émission d'emprunt, on voit qu'on en a un petit peu moins, on voit qu'on a remboursé de la dette, on voit qu'on a remboursé des obligations locatives. Et donc après, je vois pas forcément là l'information de la norme IFRS, c'est-à-dire le paiement des rentes, donc des loyers. Je vois qu'ils n'y sont pas du tout dans le tableau de flux de trésorerie. À ce niveau-là, effectivement, ils ne sont pas du tout indiqués. Donc peut-être que c'est une entreprise qui l'indique donc dans le compte de résultat, même si je le vois pas forcément, hein, on n'a pas forcément cette information. Mais donc on voit que c'est une entreprise qui est donc reste en croissance en termes. On voit que c'est une entreprise qui continue à générer un flux de trésorerie assez important, donc qui a donc à la capacité de vous verser un dividende, mais c'est une entreprise qui n'aura pas forcément de croissance, ou si elle veut faire de la croissance, elle devra émettre des actions ou émettre de la dette, étant donné que le cash qu'elle fait, on le voit donc à ce niveau-là, le cash qu'elle fait, il va être uniquement utilisé pour vous verser un dividende, d'ailleurs un dividende qui est constamment en augmentation. Si on regarde les statistiques, le nombre d'actions ne fait que augmenter à travers le temps. Même si en 2020 et 2021 on l'a baissé, là on voit qu'on est reparti sur des niveaux de 2020. Maintenant c'est une entreprise qui a dit qu'elle ne ferait pas de rachat d'actions, donc ça c'est quand même assez dommage pour une entreprise qui, même là, si elle a augmenté ses résultats de base, devrait se retrouver avec un PER quand même à des niveaux extrêmement faibles, c'est-à-dire donc à peu près à 10 fois les bénéfices, voire même là elle s'était payée à 6 fois ses bénéfices, donc on le voit ici en octobre 2022, 6 fois les bénéfices, c'est quand même extrêmement faible pour ce genre d'entreprise qui arrive quand même à générer un flux de trésorerie assez important, même si elle a des marges assez faibles. Donc c'est pour ça que c'est une entreprise sur laquelle un recovery serait quand même assez rare d'être vu, même si c'est une entreprise qui continue à être en croissance. En fait, la croissance qu'elle capte, c'est seulement sur les activités qu'elle possède déjà, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de dépenses d'immobilisation pour avoir de la croissance, sachant qu'on l'a vu la dernière fois, on avait à peu près 200 millions de dépréciation, c'est-à-dire que si on investit 280 millions, on a seulement 80 millions qui est dans le capex de croissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce capex de croissance? On a surtout l'énergie renouvelable, et l'énergie renouvelable, on sait que ça ne génère pas d'argent, c'est juste pour avoir des critères ESG, etc., pour se retrouver dans les fonds ESG. Maintenant, est-ce que Ruby mérite sa place ou pas dans un fonds ESG, dans un ETF ESG? Je ne pense pas. Maintenant, à savoir, hein, peut-être une action à regarder en 2030 quand elle aura assez de gigawattheures installés. Voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.